Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de notre formation Python pour débutants. Jusqu'à présent, on a appris à manipuler des variables. On a vu les types de données de base, mais nos scripts sont restés très linéaires. Le code s'exécute ligne par ligne du début à la fin. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. On va donner à notre code la capacité de prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle le contrôle de flux ou la logique conditionnelle. Imaginez que vous analysez la température. Votre code doit pouvoir dire s'il fait plus de 30 degrés à l'air canicule ou s'il pleut et que la température est basse, c'est de la neige. C'est cette logique qu'on va coder avec les mots-clés if, elif et else. Alors, ouvrez PyCharm, c'est parti. Avant de construire notre première condition, il faut connaître les outils pour comparer les choses. Python utilise les opérateurs mathématiques classiques. Notez-les bien car c'est la base de toute prise de décision en code. Alors, pour comparer, si nous voulons dire égal à, ok, on utilisera ce symbole. Le double égal. 2 fois le signe égal. Attention, c'est 2 fois le signe égal. Une fois le signe égal, c'est à affecter une valeur. Comme on a vu, lorsqu'on veut déclarer une variable, on déclare la variable et à l'intérieur de la variable, on assigne une valeur. Donc, on assigne une valeur à une variable. Et pour faire cela, on utilise le simple égal. OK? Mais lorsqu'on veut faire une comparaison, ce qu'on va faire, c'est utiliser 2 égales. 2 fois le signe égal pour dire telle valeur est égale à telle valeur ou telle variable est égale à telle variable. Exemple, si nous voulons dire A est égal à B, on dira A 2 fois égal à B, comme ceci. OK? Maintenant, si nous voulons dire différent de, OK? Donc, pour différent de, on utilise un point d'exclamation suivi d'un égal. OK? Le point d'exclamation suivi du signe égal. Exemple, A différent de B va s'écrire A point d'exclamation égale B. Voilà. Maintenant, si nous voulons dire supérieur, OK? Supérieur à. Alors, pour faire le supérieur à, c'est le signe plus grand que qu'on a vu au primaire. Sur notre clavier, c'est le chevron fermant. OK? Exemple, si on veut dire A supérieur à B, on va écrire A chevron fermant B. Si on veut dire inférieur à, c'est pareil. On va utiliser le symbole plus petit que qu'on a vu au primaire. Sur notre clavier, c'est le chevron ouvrant. Par exemple, si on veut dire A inférieur à B, on écrira A chevron ouvrant B. OK? Et on va dans la même logique si on veut dire supérieur ou égal à. OK? Donc, pour dire supérieur ou égal à, on va utiliser le signe chevron fermant suivi du signe égal. Si on veut dire A supérieur ou égal à B, on écrira A chevron fermant égal B. C'est la même logique si on veut dire inférieur ou égal à. C'est le chevron ouvrant suivi du signe égal pour dire inférieur ou égal. OK? Donc, une fois qu'on a ces outils, on les utilise dans l'instruction reine, qui est le if. OK? Alors, l'instruction if est simple. Si une condition est vraie, alors on exécute un bloc de code. OK? Regardons un exemple simple. Voyons comment est-ce qu'on pourrait comparer l'âge de 2 personnes. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer 2 personnes et on va voir entre ces 2 personnes qui est la plus âgée et en fonction de cela, on dira qui est la petite sœur ou qui est le grand frère. Donc, déclarons notre première variable qu'on va appeler âge Fatou. Donc, à âge Fatou, on assigne la valeur 18. Donc, comme vous voyez, pour déclarer une variable, on a utilisé le simple égal. Le simple égal qui va nous permettre d'assigner une valeur
à une variable. OK? Donc, le simple égal, lui, il joue le rôle d'assignateur. Voilà. Déclare notre première variable qui est âge Fatou, qui a pour valeur 18. Ensuite, on déclare notre deuxième variable qui est âge Conan, qui a pour valeur 25. Maintenant, disons qu'on veuille comparer l'âge de Fatou à celui de Conan. Et en fonction de cela, exécuter un bloc de code. On va dire if pour si. OK? If âge Fatou est inférieur ou égal à âge Conan, on va afficher Fatou est plus grand que Conan. OK? Alors, c'est comme ça la syntaxe de if. On a ici le if, on a ici la condition. OK? Après avoir fini d'écrire la condition, on met 2 points, entrée, on écrit le code à exécuter qui est ici. Ici, je vais changer la condition pour qu'elle soit vraie. Donc, si l'âge de Fatou est inférieur, OK, à celle de Conan, on dira Fatou est plus jeune que Conan. OK. Donc, on a if et on exécute la condition ici. Attendez que je décrive un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, de façon tout ça, voici comment la syntaxe de if fonctionne. Le if, syntaxe de if, OK. Donc, on a if et la condition. 2 points, on indente et le bloc de code ici. Voilà. Donc, on écrit le point clé if. Ensuite, on écrit la condition. Après avoir fini d'écrire la condition, on met 2 points. Voilà. On met 2 points. On appuie entrée et on indente. OK? C'est-à-dire qu'on décale. Voilà. Et on met le bloc de code. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, le mot-clé if, la condition ici, c'est est-ce que l'âge de Fatou est inférieur à l'âge de Conan? Alors, si cette condition est vraie, on va exécuter le bloc de code qui est ici. Est-ce que vous voyez? Alors, exécutons ce script et on voit bien Fatou est plus jeune que Conan. Donc, ça veut dire que ce bloc de code ici a retourné vrai, a retourné true. Effectivement, l'âge de Fatou étant égal à 18 est inférieur à l'âge de Conan qui est égal à 20. Donc, cette condition va nous retourner true. Puisque cette condition nous retourne true, on affiche le print ici. Donc, le print, c'est Fatou est plus jeune que Conan. Il est très important de tenir compte de l'indentation. Alors, l'indentation, c'est l'espace ici. L'espace ici qu'il y a entre le début du code de print ici, okay, de là à là, c'est cet espace-là qu'on appelle l'indentation. Okay? En Python, c'est la seule façon de dire que ce bloc de code appartient à if. OK? Si vous l'oubliez, on aura une erreur de syntaxe. Voilà. Donc, lorsque vous écrivez le mot-clé if, lorsque vous rédigez la condition, vous mettez les 2 points, vous faites entrer. Avec PyCharm, automatiquement, l'indentation est faite. Mais si vous utilisez un éditeur de code moins intelligent, qui ne prend pas en compte l'indentation automatique, une fois que vous appuyez entrée, vous devez appuyer sur tabulation pour faire l'indentation. Sinon, Python ne va pas reconnaître et Python va souligner une erreur de syntaxe. Donc, l'indentation permet de dire que le print qui est ici appartient au if, à l'instruction if qui est juste là. OK? Voilà. Donc, ici, on dit si l'âge de Fatou est inférieur à l'âge de Conan, dans ce cas, on exécute ce bloc de code. Dans notre cas ici, cette condition est vraie, ce bloc de code est exécuté. Si cette condition était fausse, il allait être ignoré. Par exemple, remplaçons l'âge de Fatou, mettons à 27. Exécutons le script.
on voit que rien n'affiche. Pourquoi rien n'affiche? Parce que la condition si h de Fatou est inférieur à Conan est fausse. Donc, puisqu'elle est fausse, il va ignorer ce bloc de code. Il va ignorer cette instruction. Et comme il n'y a rien à faire à la suite, donc, il n'affiche rien. Il ne fait rien. Voilà. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, voyons le concept de vrai et faux. Les booléens. Booléens dont on avait parlé de manière brève dans l'épisode précédent. OK? Alors, une condition renvoie toujours soit true, soit false. OK? Soit true, il signifie que je vais mettre en commentaire. Soit true, qui signifie vrai. OK? Ou false, qui signifie faux. Voilà. Alors, petite subtilité, c'est que Python est très intelligent. Certaines valeurs sont automatiquement considérées comme false. Ces valeurs-là, on les appelle les falsy values. OK? Les falsy values. Ces valeurs sont les suivantes. On a le nombre 0. Le nombre 0 est automatiquement considéré par Python comme faux. On a les chaînes de caractères vides. OK? Les chaînes de caractères vides, comme ceci, elles aussi sont considérées par Python comme faux. On a aussi la valeur spéciale none, OK, qui signifie aucune valeur. Voilà. Donc, none, ça veut dire aucune valeur, parce qu'on ne veut rien mettre, aucune valeur. OK? Voilà. Maintenant, toutes les autres valeurs, en dehors de ces trois, sont considérées comme true. Exemple, les nombres positifs, les nombres négatifs, les chaînes non vides, etc., sont considérés comme true. Voilà. On va voir un exemple pour expliquer cela. Supposons qu'on veut lancer une analyse en fonction des données qu'on récupère. Donc, si on a des données, on lance l'analyse. Si on n'a pas de données, il n'y a pas d'analyse à faire. OK? Pour cela, on va déclarer une variable qu'on va appeler data point. OK? À cette variable, on va assigner la valeur 500. Voilà. Maintenant, on dira si data point, OK? Dans ce cas, on print, on affiche j'ai des données, OK? Je peux lancer l'analyse. Voilà. OK? Donc, ici, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de condition à proprement dit, comme précédemment où on comparait deux variables ou deux éléments. Ici, on a une variable. Qu'est-ce que Python va faire? C'est que Python va regarder, va analyser la condition. Il regarde la condition, il voit que c'est une variable. Alors, il va analyser la variable, il va se rendre compte que le contenu de la variable, c'est un nombre, 500. Alors, il va voir que le 500, c'est différent de 0. 500, c'est différent du chaîne de caractères vide. 500, c'est différent de la valeur none. OK? Donc, 500 n'est pas une falsy values. OK? Elle n'est pas une falsy value. Puisque 500 n'est pas une falsy value, ce qu'elle va retourner, c'est true. Automatiquement. Donc, ici, if data point va retourner true. Puisque la valeur retournée suite à la condition est true, ça veut dire que ce bloc de code-ci va être exécuté. Si l'on l'exécute, on voit bien, j'ai des données, je peux lancer l'analyse. OK? Mais si on change la valeur de data point et qu'on met 0, 0, lui, est une falsy value. OK? Donc, naturellement, Python va considérer que 0 retourne faux. OK? Donc, il analyse la condition, il voit que c'est une variable, il analyse la variable,
Il voit qu'à l'intérieur, c'est 0. 0 qui est une false value. Donc, cette condition va retourner faux. Puisque cette condition retourne faux, Python va ignorer ce bloc de code. OK? Et il ne va rien faire. Si on exécute, on voit bien qu'il ne fait rien. Puisque la valeur retournée ici est fausse. Alors, que se passe-t-il si la condition if est fausse? Le code est ignoré. OK? Comme on a pu le voir jusqu'à présent. Dans l'exemple qui est là, la condition retourne faux. OK? Donc, ce code-là est ignoré. Voilà. Maintenant, puisqu'il est ignoré, rien ne se passe. C'est-à-dire Python ne fait rien. Souvent, on veut vérifier une autre condition ou avoir une solution de repli. Parce que ne rien faire là, comme ça, bon, c'est un peu bidon. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est soit vérifier une autre condition ou avoir une solution de repli si if retourne faux. OK? Pour ce faire, on peut utiliser le mot-clé elif. OK? Elif, comme ceci. Alors, le mot-clé elif, c'est la contraction de else if. OK? Elif, c'est la contraction de else if. Voilà. Donc, elif, c'est notre façon de dire sinon si. On l'utilise pour vérifier une nouvelle condition si toutes les précédentes étaient fausses. OK? Exemple. Si on veut écrire un script qui va nous dire en fonction de la température, comment est-ce qu'est l'ambiance, par exemple. Donc, on va déclarer une variable température et on va attribuer à cette variable la valeur 22, qui sera la température en degrés Celsius. Maintenant, disons si la température est supérieure à 30, OK, on veut afficher alerte vague de chaleur. OK? Sinon si, on utilise elif. OK? Sinon si, une nouvelle condition, la température est supérieure à 20, dans ce cas, on va afficher journée agréable. OK? Et on peut afficher une troisième condition, sinon si, elif, la température est supérieure à 10. Dans ce cas, on va afficher il fait frais. Il fait frais. Comme ceci. OK? Alors, voici ce qui se passe. On a la température qui est à 22 degrés. On va prendre cette température et la comparer à des valeurs en fonction du résultat, en fonction du retour de la condition. Il y a un bloc de code à exécuter. Le premier cas, si la température est supérieure à 30, on doit afficher alerte vague de chaleur. Ici, notre température est 22. Donc, on prend la température, on la compare à 30, c'est faux. Donc, la condition ici va retourner false. Puisque la condition retourne false, l'instruction à l'intérieur du if sera ignorée. OK? Et on va passer à la deuxième condition qu'on a pu instaurer avec le mot-clé elif, qui veut dire else if, qui signifie sinon si. Alors, si température supérieure à 30, qui est faux, ce code est ignoré. Sinon si la température est supérieure à 20, on va afficher journée agréable. Sinon si la température est supérieure à 10, on va afficher il fait frais. OK? Donc, exécutons ce code. On voit que ce qui est affiché, c'est journée agréable. La règle d'or, c'est que Python arrête l'évaluation dès qu'il trouve une condition qui est vraie. Dans notre cas ici, la température est égale à 22. Quand on la compare à 20, on voit que 22
est bel et bien supérieur à 20. Donc, cette condition va retourner true. Puisqu'elle retourne true, il va exécuter le bloc de code à l'intérieur de ce elif. OK? Une fois qu'il retourne ce bloc de code, c'est terminé. Il ignore toute la suite. Donc, il a trouvé la condition qui est vraie. Il exécute le code, le bloc de code à exécuter. Si cette condition est vraie, il ignore tout le reste. OK? Donc, voici comment ça fonctionne. Si, après avoir examiné la condition, le retour est vrai, est true, dans ce cas, il exécute le bloc de code. Si le retour est faux, il ignore le bloc de code et il passe à la condition suivante. OK? Une fois la condition suivante, il examine cette condition. Si le retour de la condition est vrai, il exécute le bloc de code, il ignore tout le reste. Si c'est faux, il passe ensuite à la condition suivante. Il examine encore cette condition. Si le retour est vrai, il exécute le bloc de code, ignorant tout le reste. Si c'est faux, il passe à la condition suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il parcourt autant de conditions qu'il a à parcourir. Maintenant, on va voir le mot-clé else. Le mot-clé else, c'est notre plan B, notre solution de repli. Il s'exécute si toutes les conditions if et elif précédentes sont fausses. OK? Donc, on va reprendre notre exemple avec les températures. On déclare une variable température. On va lui donner la valeur 7 fois 8. OK? Si la température est supérieure à 30, on va afficher alerte vague de chaleur. OK? Sinon, si elif, la température est supérieure à 20, on va afficher journée agréable. OK? Et le dernier cas, on va utiliser le else. Donc, le else, c'est pour dire, dans le else, on ne met pas de condition. Le else, c'est pour dire, puisque toutes les conditions précédentes sont fausses, alors fais ceci. C'est tout. Donc, else, on va print. Il fait froid. Oups. OK. Voilà. Donc, température est comparée à 30. Si cette condition est vraie, il exécute ce bloc de code et il ignore tout le reste. OK? Mais si le retour de cette condition est fausse, il va ignorer ce bloc de code et passer à la condition suivante. Température va être comparée à 20. Si le retour de cette condition est vrai, il exécute ce bloc de code, il ignore tout le reste. Mais si le retour de cette condition est fausse, il va ignorer ce bloc de code et passer à notre clôture. Notre clôture ici qui est le else. Le else, ça veut dire si toutes les autres conditions précédentes sont fausses, fais juste ça pour ne pas retourner les mains vides. OK? Donc là, si température supérieure à 30, affiche cela. Sinon, si température supérieure à 20, affiche cela. Sinon, affiche ça. OK? Donc, si on exécute ce code, on voit bien, il fait froid. Pourquoi? Parce que la température ici est égale à 8. Lorsque nous prenons la valeur de la température que nous comparons à 30, 8 n'est pas supérieur à 30. Donc, le retour de cette condition est fausse. Puisqu'elle est fausse, il va ignorer ce bloc de code et passer à la condition suivante. Alors, dans cette condition, on prend la valeur de la température qu'on va comparer à 20. 8 n'est pas supérieur à 20. Donc, le retour de cette condition est fausse. Puisqu'elle est fausse, on va ignorer ce bloc de code et passer à l'instruction suivante qui est le else. Le else ici, il nous dit tout simplement, puisque toutes les conditions précédentes sont fausses, exécute ceci. Et il exécute, il fait froid. OK? Voilà. Maintenant, le truc, c'est que souvent, on a besoin de vérifier plusieurs conditions en même temps. Pour ça, on utilise les opérateurs logiques. OK? Alors, on va faire un peu de théorie. On a deux mots-clés
lorsqu'on veut vérifier plusieurs conditions. Le premier mot-clé, c'est le AND. L'opérateur AND est strict. OK? Il renvoie vrai uniquement si les deux conditions sont vraies. OK? Donc là, dans notre schéma ici, avec l'opérateur AND, si on a true et true, ça va retourner true. Si on a false et false, ça va retourner false. Si on a false et true, ça va retourner false. Si on a true et false, ça va retourner false. Alors, pour que la condition, de manière générale, OK, soit vraie, toutes les conditions particulières doivent être vraies. OK? Sinon, de manière générale, la condition va donner fausse. Il suffit qu'une seule condition à l'intérieur soit fausse et tout devient faux. OK? Voilà. Donc, prenons un exemple pour illustrer cela. Écrivons un script qui va analyser certains paramètres pour définir si on doit aller faire un pique-nique. OK? Alors, les deux paramètres à analyser sont le temps. Il doit faire beau. Donc, il fait beau. On va créer une variable qui fait beau. On va mettre cette variable à true. OK? Ensuite, il doit faire beau et on doit être un jour de congé. Donc, on va définir une variable jour de congé. Mais on va la mettre à false. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une condition. On va dire si, OK, il fait beau et jour de congé, on va faire un print pour dire c'est le moment. OK. Oups. Le moment de faire un pique-nique. OK. Sinon, else, on va afficher, ben, je reste à la maison. Oups. OK. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a deux facteurs majeurs à prendre en compte pour déterminer si on doit faire un pique-nique ou pas. Le premier élément, c'est le temps. Il doit faire beau. Le deuxième élément, c'est le jour de congé. Alors, pour qu'on ait un pique-nique, il doit faire beau et on doit être un jour de congé. Donc, si il fait beau et qu'on ait un jour de congé, dans ce cas, c'est le moment de faire un pique-nique. Sinon, je reste à la maison. Alors, le sinon signifie que si l'une des valeurs est fausse, dans ce cas, je reste à la maison. Exécutons ce code pour voir. Et là, ce qui affiche, c'est je reste à la maison. Pourquoi? Certes, il fait beau, OK, mais on n'est pas jour de congé. Jour de congé est false. Alors, Python va analyser la première condition. Il fait beau, true, et il met l'accent sur les et. Jour de congé est faux. Puisque il fait beau est true et jour de congé est false, alors cette condition va retourner false. OK? Cette condition va retourner false. Donc, ce bloc de code-ci va être ignoré. Et ce qui va être affiché, c'est le else. Je reste à la maison. Puisque l'une des conditions n'est pas remplie. Il fallait que les deux conditions soient remplies pour qu'on puisse avoir un pique-nique. Mais malheureusement, on n'est pas jour de congé. OK? Voilà. Donc, ça, c'est l'opérateur AND. Maintenant, on a aussi l'opérateur OR, comme ceci. Alors, le OR, lui, il est plus souple. OK? Il renvoie vrai si au moins une condition est vraie. Voici comment il fonctionne. Il renvoie vrai si au moins une condition est vraie. Alors, on va essayer de faire un truc. On va écrire un script qui va nous déterminer si on doit sortir avec un parapluie ou non. Alors, quand est-ce qu'on doit sortir avec un parapluie? Nous, on va prendre deux facteurs. On peut sortir avec un parapluie
on doit sortir avec un parapluie s'il pleut ou s'il y a la neige. OK? Alors, on va créer une variable, il pleut. On va lui donner une valeur true. On va créer une variable il neige. On va lui assigner une valeur fausse. Et on va dire if il pleut. Oups, on va y arriver. Il pleut ou il neige. Dans ce cas, on va afficher prenez un parapluie. OK. Donc ici, Python va analyser nos conditions. Pour sortir avec un parapluie, il doit soit pleuvoir, soit neiger. Il va analyser la première condition, il pleut. Il voit que cette condition est vraie. Il pleut. Ou, il se rend compte du mot-clé ici. Ou. OK? Alors là, il n'a plus besoin d'analyser la deuxième condition puisque le mot-clé est ou. Étant donné que le mot-clé est ou et que la première condition est vraie, dans ce cas, il peut afficher automatiquement le bloc de code à l'intérieur. Si j'exécute ce code, j'ai prenez un parapluie parce qu'il pleut déjà est respecté. S'il pleut, on doit prendre un parapluie. Si on mettait les deux à false, si on exécutait, rien n'allait se passer parce qu'on n'a pas besoin de prendre de parapluie. Il ne pleut pas, il ne neige pas. OK? Donc, les deux conditions sont fausses. La condition générale va retourner faux. Le code à exécuter est ignoré. Voilà. Donc, le ou, lui, il est flexible. Si c'est 10 conditions que vous avez, il suffit que l'une de ces 10 conditions soit vraie lorsqu'on utilise le ou. Il suffit que l'une de ces 10 conditions soit vraie pour que la condition globale retourne vraie et qu'on puisse exécuter le bloc de code à exécuter dans ce cas. OK? Voilà. Maintenant, on a une troisième instruction qui est l'opérateur not. OK? Alors, l'opérateur not, lui, il inverse le résultat d'une condition. Il transforme vrai en faux et faux en vrai. OK? On va prendre un exemple. On veut vérifier si la connexion est OK. OK? Donc, on va lui donner la valeur false. Maintenant, on dira si notre connexion OK, on va print, on va afficher échec de la connexion. OK? Alors, la valeur ici de cette variable-là, cette variable déjà retourne faux. Lorsqu'on ajoute le not à côté, il va inverser le retour de cette variable. Son retour est faux, il inverse, elle devient vraie. Donc, puisqu'elle devient vraie, il va exécuter le bloc de code à exécuter ici. Donc, si on lance ça, on voit bien échec de la connexion. OK? Voilà. Donc, c'est ça l'utilité de not. Il inverse le faux en vrai, le vrai en faux. Maintenant, on va voir les if imbriqués. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on peut mettre une instruction if à l'intérieur d'une autre. On appelle ça l'imbrication ou nested if en anglais. OK? C'est utile quand la deuxième condition dépend entièrement de la première. Exemple pratique qu'on vit au quotidien. Si par exemple, je me rends sur un site de e-commerce avec un budget précis, OK? Un budget que je ne peux pas dépasser d'un centime, OK? Qu'est-ce que je vais vérifier d'abord? Je vais vérifier le prix du produit que je cherche à acheter. Si le prix de ce produit est convenable à mon budget, je vais regarder le retour client vis-à-vis de ce produit. Le retour client de ce produit. Si le retour client est convenable à mes critères, dans ce cas, je vais passer à l'achat. Donc, la première condition, la première étape, OK,
étape 1. Pour moi, c'est d'abord de m'assurer que le prix du produit que je veux acheter est convenable à mon budget. OK? Donc, la première étape, c'est l'accessibilité du prix. Donc, je vais vérifier le prix. Vérifier le prix. La deuxième étape, c'est ensuite vérifier les avis vis-à-vis de ce produit. OK? Si les avis sont bons, je vais acheter le produit. Dans le cas contraire, je ne l'achèterai pas, même si c'est dans mon budget. OK? Alors, donc l'étape 2, c'est de vérifier le retour client. Voilà. Ce que vous devez savoir ici, c'est que l'étape 2 dépend entièrement de l'étape 1. C'est si je trouve un produit convenable à mon budget que je vais chercher à avoir le retour client vis-à-vis de ce produit. Dans le cas contraire, je passe à un autre produit, je passe au produit suivant. OK? Alors, l'étape 1 pour nous, ce serait de vérifier le prix. Étape 1, le prix. Avant de commencer, on va déclarer deux variables. Prix acceptable. OK? Prix acceptable, on va la mettre à true. Voilà. Et avis client. Avis client, on va dire que pour nous, pour qu'un avis client soit bon, on dira que c'est la moyenne pour nous, on va dire 4. Mais l'avis client qu'on va prendre ici, on va mettre 4,5. OK? Voilà. Étape 1, vérifier le prix. Alors, on va dire ici prix acceptable. OK? On va afficher un prix OK. Passons à l'étape 2. OK? Alors, si le prix est acceptable, c'est OK. On passe à l'étape 2, qui est quoi? Qui est de vérifier le retour client. Alors, pour l'étape 2, on va dire si avis client, OK, est supérieur ou égal. Ici, notre moyenne, pour qu'un avis soit bon, c'est 4,00. OK? 4 à 4, 4 étoiles déjà, l'avis est bon. OK? Donc, si l'avis client est supérieur ou égal, c'est-à-dire au moins 4, dans ce cas, on va afficher 2 avis client OK. Donc, si l'avis client est OK, l'achat est recommandé. Achat recommandé. Voilà. Si l'avis client n'est pas OK, dans ce cas, on va afficher avis moyen. OK? Réfléchir avant d'acheter. Voilà. Donc là, c'est un achat douteux que tu vas faire si l'avis est inférieur à la moyenne que tu t'es fixée. Maintenant, le dernier else, c'est le else du premier if, le else du prix. Si le prix n'est pas acceptable, ce qu'on va faire, on va print, OK, prix trop cher. Abandonner l'achat. Voilà. Alors, comment ça se passe? On va expliquer un peu ce code avant de l'exécuter. Notre première étape, c'est de vérifier le prix. Alors, on fait if, prix acceptable. Si le prix est OK, on passe à l'étape suivante. Mais si le prix n'est pas OK, tout ce bloc de code est ignoré. OK? Et on passe directement au else qui va nous dire prix trop cher, abandonner l'achat. OK? Mais si le prix est OK, on passe immédiatement à l'étape 2. On ajoute un deuxième if et comme vous pouvez le voir, il y a bien l'indentation qui est faite
entre ce if et le premier if, le deuxième if est à l'intérieur du premier if. Donc, le deuxième if, fait partie du premier if. OK? Donc, on affiche le prix OK. On passe maintenant à l'étape 2, qui est de vérifier l'avis client. Le deuxième if va nous permettre de vérifier l'avis client. On compare l'avis client à 4.0, qui est notre moyenne à nous. Si l'avis client est inférieur, OK, à 4.0, on va ignorer ça et on va passer directement au else pour nous dire que l'avis est moyen. On doit réfléchir avant d'acheter. Parce que là, ça devient un achat douteux. OK? Mais si l'avis client est supérieur ou égal, c'est-à-dire au moins 4, dans ce cas, on va afficher OK, avis OK, l'achat est recommandé. Voilà. Donc, si on exécute ce code ici, on voit qu'en 1, le prix est OK. On peut passer à l'étape 2. On voit qu'à l'étape 2 aussi, l'avis est OK, l'achat est recommandé. Si ici, on mettait prix acceptable à false, OK? Donc, on vient à l'étape 1. Si prix est acceptable, on fait ça. Sinon, on vient directement à ça. Si on exécute, on voit qu'il met prix trop cher. OK? Donc, il n'exécute même pas l'étape 2. Il ignore tout ça, il passe directement au else. Donc, on voit bien là que la deuxième condition dépend entièrement de la première. Là, on fait l'imbrication. Donc, puisque le prix n'est pas acceptable, on ignore tout ce bloc de code et on passe directement au else qui dit que le prix est trop cher. OK? Maintenant, si le prix est acceptable, et que ici, on a 3,5 comme avec client, qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit bien que l'étape 1 est validée. Étape 1, OK. On peut passer à l'étape 2. On continue le code. On continue l'exécution du code. On affiche à l'étape 2 la deuxième condition qui va permettre de déterminer l'avis client. Et là, on compare l'avis client ici, qui est 3.5 à 4.0. On voit que c'est inférieur à 4.0. Donc, cette étape-là est ignorée et on vient directement au sinon qui va nous afficher avis moyen. OK? Réfléchir avant l'achat. OK? Avant l'achat. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les conditions imbriquées. On imbrique une condition lorsque la deuxième condition dépend entièrement de la première. Et on peut imbriquer ainsi de suite autant de conditions qu'on veut en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Alors, dernier point avant de finir, c'est que si vous voulez laisser un bloc de code vide temporairement, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, vous avez la structure, mais vous n'avez pas encore écrit la logique pour une certaine raison. OK? Ce qu'on doit savoir, c'est que les blocs if ne peuvent pas être vides de manière syntaxique. OK? Ça ne marche pas. Donc, si on ne met rien à l'intérieur d'un if, je vais effacer tout ça. Si ici, je ne mets rien, OK, il va me lever une erreur. Si j'exécute, là, il me dit qu'il y a une erreur. Il me parle d'erreur d'indentation. Parce qu'à l'intérieur du if ici, il n'y a rien. Python ne veut pas avoir de vide. Donc, parce qu'il ne veut pas avoir de vide, pour régler ce problème, on utilise le mot-clé pass. On voit automatiquement que l'erreur a été corrigée. Donc, pass signifie qu'ici, on n'a encore rien comme logique à mettre. Mais on peut passer là pour passer à la suite du code. Donc, si on exécute, là, automatiquement, vous voyez qu'il ignore totalement ce bloc de code-là. Il ne lève plus d'erreur, mais il ignore tout simplement. Parce qu'ici, il comprend qu'il y a une logique qui doit être mise, mais qui n'a pas encore été développée. Donc, le mot-clé pass nous permet de corriger cette erreur-là. On passe juste à l'étape suivante. Voilà, on passe à la suite logique du code. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pass, il ne fait rien. OK? Il va juste satisfaire l'exigence de Python d'avoir une instruction dans le bloc. Voilà. Donc, c'est un excellent moyen de réserver un espace pendant le développement. Bravo! Vous maîtrisez maintenant l'art de la prise de décision avec if, elif et else. On a vu les opérateurs de comparaison, l'importance cruciale de l'indentation, comment enchaîner les décisions et comment utiliser les opérateurs logiques AND, OR et NOT. Notre métier, que ce soit pour valider des données d'entrée, classer des zones climatiques ou appliquer des modèles différents selon des critères,
Ces instructions vont être partout. Alors, dans l'épisode 4, on va s'attaquer à un autre pilier du contrôle de flux que j'ai appelé les boucles. On va apprendre à répéter des actions des milliers de fois sans effort, ce qui est indispensable pour traiter de gros volumes de données. N'hésitez pas à pratiquer les exemples qu'on vient de voir. On se dit à la prochaine. C'était moi, Bon Code.